On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la mise en ligne du site Internet handicapmoipas.ca, lancé par le regroupement des personnes handicapées du Richelieu. On y retrouve des capsules vidéo avec des témoignages, des thématiques sur des personnes handicapées, oui, mais qui nous parlent de leur passion et de ce qu'ils vivent dans la vie. Bref, on a un autre regard sur ces personnes. D'abord, on vous parle de psychiatrie. On reçoit le psychiatre Pierre-Paul Yale. Il va prendre sa retraite prochainement, mais il s'est vu décerner tout récemment par l'Association des psychiatres du Québec la mention de meilleur clinicien au quotidien. Il a fait évoluer la profession au cours des dernières années. Il a été honoré il y a quelques jours, quelques semaines à peine, par l'Association des psychiatres du Québec comme étant le meilleur clinicien au quotidien. Il est avec nous, c'est le docteur Pierre-Paul Yale. Bonjour et bienvenue. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. Bien, félicitations d'abord. Merci beaucoup. Expliquez-nous un peu, quelle est l'importance de cette reconnaissance qui est décernée par votre association? Oui, bien, c'est un prix qui est basé sur le dévouement et la rigueur clinique. Évidemment, c'est deux aspects un peu subjectifs comme tels. Donc, je pense que c'est surtout, d'après les comités qui se réunissent, dont un premier comité local qui évalue le travail sur une base de 15 ans pour le travail clinique, et aussi le comité central qui reçoit toutes les demandes et suggestions pour le prix comme tel. Et donc, si on regarde dans mon cas, c'est surtout un prix pour tout le travail que j'ai fait avec les autres confrères, puis les équipes en place. Donc, c'est un prix un peu comme si j'étais le chef d'orchestre là, de tout ça. Vous le considérez comme un prix d'équipe? Oui, oui. Bon. Mais en même temps aussi, de ce que je comprends, c'est aussi un peu votre équipe qui a soumis cette candidature. Oui, exactement. Et à quel moment avez-vous su que vous étiez l'humble détenteur de cette mention? Bien, il y a à peu près 2 semaines, là, avec un téléphone. Je ne savais pas qu'il y avait une soumission pour cette année ou pour... Okay, on donc m'avait demandé il y a 2 ans de là. donner mon curriculum vitae, puis que peut-être qu'il ferait une demande pour un prix quelconque. Et j'en avais pas entendu parler depuis ce temps-là. Donc, vous ne saviez pas que votre équipe avait soumis la candidature. Oui, exactement. Donc, c'était une belle surprise. Ben oui, bon. Exactement. En même temps, je comprends que c'est une mention qui est décernée pour cette année, mais vous êtes comme en début de retraite, pré-retraite, donc ça vient aussi un peu clore toutes ces années de carrière, forcément. Oui, oui. Surtout les années ici à Saint-Jean, donc c'est les 20 dernières années. Bon. Expliquez-nous un peu quel est le mode de fonctionnement que vous avez instauré avec votre équipe, parce que la médecine évolue, la psychiatrie évolue. Bref, de ce que j'ai compris, vous êtes toujours tenu un peu au goût du jour et même aussi en ayant comme pour objectif d'initier de nouvelles approches, de nouvelles façons de faire. Oui, bien, on peut résumer ça en 2 phases. À partir de 2005 jusqu'en 2012, c'était la phase 1, où l'objectif principal, c'était d'aider les médecins de famille de façon plus spécifique à faire de la psychiatrie. Alors, le premier objectif, c'était de fournir des aides thérapeutiques pour les médecins de famille, donc ce qu'on appelle la première ligne, qui est installée au CLSC actuellement. Donc, ça veut dire qu'on a des psychologues, des infirmières, des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs qui font des thérapies spécifiques. Et là, évidemment, il y avait besoin d'un psychiatre pour évaluer si le patient avait quand même la bonne médication pour pouvoir être assez solide pour suivre la psychothérapie, alors qu'il était plus actif. Alors, j'ai commencé à travailler avec ces équipes-là et d'inclure au fur et à mesure d'autres psychiatres à travers les années. Et donc, je répondais aux médecins de famille qui référaient pour une psychothérapie, souvent qui me demandaient un avis diagnostique. Alors là, on évaluait le patient avec l'équipe. Il faisait une première évaluation. Je revoyais le patient si nécessaire. Des fois, il disait « Non, on a besoin juste d'une psychothérapie, c'est suffisant, il est bien stabilisé. » Et dans le deuxième cas, bien là, je devais faire des références aux médecins pour savoir comment traiter de façon plus spécifique le patient. Et à ce moment-là, j'ai développé un site Internet pour aider les médecins à avoir des recettes, de simplifier un peu le traitement qui était dans les livres et donner plus de spécificité sur les doses, etc. Alors ça, c'était la phase 1. Est-ce que je me trompe en disant que cette phase 1, elle s'est un peu instaurée de par le fait que plusieurs régions au Québec, dont la Montérégie, disons,
n'avait peut-être pas suffisamment de psychiatres pour répondre à la demande. C'est exact. Donc, ça veut dire que les médecins de famille ont dû en prendre plus sur leurs épaules. Mais ça le dit, ce sont des généralistes. On ne peut pas leur demander de devenir des psychiatres en l'espace d'une journée. Donc, je comprends qu'on a voulu un peu désengorger le système sur l'accès à un psychiatre, mais en accompagnant les médecins généralistes. Oui, puis accompagner au point où, en plus de ce que je viens de décrire, on s'est impliqué dans les GMF directement. Alors, il y a toujours un psychiatre qui allait dans une ou plusieurs GMF, donc clinique de médecine familiale, et aider les médecins. Donc, je lisais les dossiers qu'ils me demandaient d'étudier. Puis là, je disais, bon, ce patient-là, on serait mieux avec telle recette. J'expliquais la recette. Alors, sur 10 ans, imaginez, c'est des cours continus que j'offrais en privé à chaque médecin dans leur bureau, qui durait peut-être 15-20 minutes, parce que moi, j'avais passé 1 heure à lire 1 ou 2 dossiers qu'ils me demandaient d'étudier, des fois un petit peu plus. Et à ce moment-là, c'était un cours continu sur une période de 10 ans au moins jusqu'à maintenant. Donc, ça a été bénéfique pour les médecins généralistes, mais ultimement, ça a été bénéfique pour les patients qui ont pu avoir accès à une forme d'expertise plus rapidement que d'attendre un rendez-vous. C'est devenu tellement populaire que ça s'est généralisé au niveau de la province. Il y a peut-être environ 70 des centres qui ont exactement ce modèle-là, tel que je viens de le décrire. Mais donc, la pratique de la psychiatrie a donc beaucoup évolué. Vous l'avez vous-même fait évoluer par cette phase 1 du projet. Vous êtes psychiatre depuis combien d'années maintenant? Depuis 1980. 1980. Quand vous avez commencé dans votre pratique, c'était quoi? Médecin généraliste rencontre un patient, il fait un billet, va voir un psychiatre, prend un rendez-vous, ça se termine là. Autrement dit, j'ai été dans la région de Drummondville et on a initié un nouveau système où on faisait participer plus les médecins de famille. Mais j'allais dans le congrès des psychiatres puis je disais, « Hey, on peut faire participer les médecins de famille. » Puis là, ils me regardaient comme si j'avais fait un crime. Ils disaient, mal vu. Tu penses qu'il peut prescrire du Celexa? Ben oui, il peut prescrire du Celexa, 20 mg. Ah là, c'était horrible. Est-ce qu'il y avait donc du conservatisme dans votre profession? C'est-à-dire que c'était mal vu de dire, ben oui, on pourrait accompagner les généralistes pour qu'ils puissent nous aider un peu? Ben, comme dans toute nouveauté, là, quand j'ai fait mon cours d'ingénieur, pour faire de la programmation, pour utiliser un service informatique, il fallait avoir des diplômes à plus finir. Aujourd'hui, on a tout notre téléphone cellulaire, des informaticiens directement avec la communication. Donc, ce que vous avez amorcé avec les GMF, les groupes de médecine de famille, notamment ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, à la clinique Midi-Soleil, entre autres, donc vous avez permis donc d'accompagner les généralistes. Ça, c'est ce que vous appelez un peu la phase 1. Oui. Mais la phase 2 aussi que vous avez développée dans les dernières années, c'est d'intégrer le patient dans son plan de soins. Qu'est-ce que c'est? Exactement. Bien, on s'est dit, si on peut enseigner sur une base de 10 ans aux médecins de famille de faire de la bonne psychiatrie, peut-être que le patient pourrait apprendre comme les médecins de famille ont appris, parce que dans le fond, il n'y avait pas de choses douées spécifiques, sauf avoir des bonnes connaissances en médecine physique. Bien, là, on a décidé de faire utiliser le site Internet où le patient pourrait s'y référer, voir, lire sur les médicaments, sur les plans de traitement, puis s'informer auprès de sa famille. S'il y avait des gens qui avaient déjà, par exemple, essayé le lithium, ça, c'était la première chose. Le deuxième aspect, de demander aux patients, je faisais des prescriptions ouvertes. Au lieu de dire « prends 20 mg », j'ai dit « débute à 10, monte à 20, puis ça va bien, essaie de monter à 30, puis ajuste ton médicament en 10 et 40 mg ». Alors, donc, le patient devenait plus proactif. Puis j'étais disponible sur demande. Tu peux m'appeler n'importe quand tu as un trouble ou demander en mon absence. Au pharmacien, par exemple, qui peut aider aussi. Alors, le fait de faire participer le patient à son plan de soins, est-ce que ça a suscité, disons, plus d'engagement de la part du patient lui-même à vouloir régler Oui, puis souvent, il était brillant, puis il trouvait une solution auquel je n'avais pas pensé. Puis là, je le félicitais, puis des fois, il était un peu gêné, il disait « j'ai essayé telle chose ». Alors, je disais, ben non, au contraire, tu m'impressionnes. Puis là, c'était un peu comme son succès. Alors, donc, il terminait le traitement en disant, c'est moi qui ai réussi. Donc, le chef d'orchestre, c'est plus moi, c'est le patient. C'est changer vraiment la dynamique. On ne va pas y enlever le plaisir de réussir. C'est lui qui a réussi. Donc, c'est plus direct. Je pense que c'est un modèle qui devrait être
généraliser un peu plus. Ça commence, là, mais ça, c'est un peu l'avenir. Bien, vous avez dit tantôt que votre phase 1 d'accompagner les généralistes avait fait des petits, puis que maintenant, au Québec, les psychiatres fonctionnaient comme ça que les généralistes. Est-ce que vous sentez aussi que vos collègues psychiatres au Québec vont commencer à peut-être intégrer le patient dans le plan de soins? Oui, oui. Surtout avec le site qui facilite ça pour les médecins. Il n'y a pas à créer leur site, il y en a déjà un qui a toute l'information. Donc, j'ai toutes sortes de félicitations pour dire, bon, c'est un site qui est utile. Si je peux continuer ça, même à la retraite, là, ça va les aider comme tel. Mais tout ce modus operandi-là, vous ne l'avez pas fait seul. Vous l'avez fait là, avec les résidents, avec ouais. les autres médecins aussi du département. Mais j'avais aussi des résidents qui venaient en stage parce qu'avec une nouvelle formule, les universités se sont intéressées à notre centre. Ça nous a envoyé des résidents qui, après, ont été engagés par nous parce qu'on avait de la misère à engager des psychiatres quand tu es moins un groupe de psychiatres puis qui manque des ressources. Ça n'attire pas les gens. Ils disent, on va être trop occupés puis on ne pourra pas élever notre famille. Donc là, ils venaient chez nous, ils voyaient comment c'était dynamique. Donc, on les engageait par la suite à la fin de leur 4 années ou 5 années d'études en résidence. Et tout ce système-là, dans le fond, aura permis à vous, comme psychiatre, et à votre équipe, dans le fond, d'investir le temps au bon endroit. Exactement. C'est ça, le secret. C'est le secret de cette Si on veut baisser les listes d'attente, il faut avoir un système qui est plus généralisé, qui implique tout le monde, y compris le patient, comme on vient de décrire. Bon. Parce que je le disais un peu plus tôt dans l'entrevue, puis moi-même, j'avais fait des reportages là-dessus il y a 20-25 ans, où on montrait que la Montérégie était l'une des régions au Québec où il y avait le moins de psychiatres par population. Est-ce que donc ça a réussi peut-être à contribuer à ce que les gens de la Montérégie ou ici de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu aient accès, non pas à un psychiatre, mais à des soins psychiatriques peut-être? C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent avoir de la psychothérapie, ils veulent ça. Alors, ça a aidé beaucoup. Mais en même temps, vous avez aussi un parcours assez particulier. Vous avez fait référence tantôt à l'informatique. Bon, vous êtes psychiatre depuis 1980. Oui. Mais avant d'être psychiatre... En 1972, j'étais ingénieur. Ingénieur en informatique? Non, mais on a tous un dada quand on commence. J'étais plutôt dans la géologie, les mines. Et à ce moment-là, pour pouvoir évaluer la richesse d'un gisement, il fallait développer des outils informatiques, ce que j'ai fait. Donc, ça m'a ouvert... tout sur le monde informatique à ce moment-là, qui débutait, dans le fond. Mais comment un ingénieur décide de devenir psychiatre? C'est dans le fond, j'aimais beaucoup le contact humain que j'avais peut-être un peu moins en génie ou même en médecine. C'est-à-dire, je voulais aller dans les soins intensifs. Jusqu'en dernière minute, c'était mon projet. Mais là, je me suis dit, je vais peut-être m'ennuyer. Là, au début, c'est des gros défis. C'est le patient rentre aux soins intensifs, il est mourant, tu réussis à y sauver la vie. Mais faire ça pendant 40 ans, tandis que le contact humain, puis la vie humaine, etc., pour moi, c'était une découverte. Il n'y avait jamais de répétition. Tous les cas sont nouveaux. Et le fait que je demeure enthousiaste tout le temps dans les thérapies avec les patients, là, c'est jamais tanné. C'est quand même un changement de carrière assez particulier. Je veux dire, si on pratique, si on est ingénieur pendant 8 ans puis qu'on décide de devenir psychiatre, c'est quand même pas rien. Mais je n'avais pas été ingénieur pendant 8 ans, par exemple, parce que c'est 8 ans d'études qu'il y a eu en 72 quand j'ai terminé. J'ai travaillé l'été. Mais au final, ça a dû donner quand même quelques années d'université au grand total. Ça fait 16 ans au total. 16 ans d'université. Oui, avec un bac Puis, en quoi votre carrière ou en quoi votre profession d'ingénieur vous a-t-elle aidé à devenir un meilleur psychiatre? Bien, ça, c'est la rigueur qu'il demande là, pour le prix. C'est-à-dire que je mettais tout ça informatique, tous les nouveaux patients, etc., pour faire des tableaux, essayer les nouveaux médicaments. Puis je faisais, dans le fond, des études personnelles que je ne publiais pas, là, mais pour me guider à mieux utiliser chaque nouveau médicament. Ce qui attirait des nouveaux résidents aussi pour dire, bien, lui, il est plus moderne, puis il est plus adapte. Donc, c'est tout un ensemble de facteurs. Bien, on vous offre à nouveau nos félicitations. On sait que vous êtes comme en pré-retraite ou en retraite quasi officielle dans quelques mois? Oui, c'est ça. C'est pour juin prochain. Pour juin prochain. Donc, Pierre-Paul Yale, psychiatre, meilleur clinicien au quotidien, décerné par l'Association des psychiatres du Québec cette année. Merci beaucoup, félicitations. Puis bonne chance pour votre retraite. Merci beaucoup de l'invitation. Oui, bye. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de capsules vidéo pour aider à mieux comprendre, avoir un autre regard sur les personnes handicapées.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on s'en va sur les pistes, mon cher. Absolument, avec Sébastien Moquin de Raccoon Ski et en deuxième partie, Michel Couture de Ski Saint-Bruno. Manquez pas ça. Aimes-tu mon slalom? J'adore. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Des capsules vidéo qui nous permettent peut-être d'avoir un autre regard sur les personnes handicapées. Vous pouvez aller voir ça sur handicapmoipas.ca et on en discute à l'instant avec Marie-Josée Degagny, qui est la directrice générale du regroupement des personnes handicapées du Haut-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bon, expliquez-nous un peu comment le projet de capsule vidéo a-t-il pris naissance? Bien, en fait, on avait un désir de pouvoir être actif au niveau des médias sociaux. Donc, on a fait appel à une agence de marketing qui nous ont proposé cette campagne de sensibilisation là, avec des capsules vidéo avec des personnes vivant en situation de handicap. Donc, l'idée derrière ça et la mise en place aussi du site Internet sur lequel sont hébergées les vidéos, c'est quoi? C'est de nous donner un autre regard, d'avoir une autre perception des personnes qui vivent avec un handicap? Effectivement, puis vraiment d'avoir le but de se concentrer sur ce que la personne a à dire. Donc, ce qu'elle vit au quotidien, ce qu'elle vit dans sa vie en général, ses buts, ses objectifs. Donc, c'est pour ça que vraiment, quand on a filmé, c'était vraiment axé sur le visage là, de la personne et non pas sur son moyen de locomotion. Je comprends. Expliquez-nous un peu comment vous avez fait le recrutement des personnes qu'on voit dans les capsules. En fait, on a fait appel à divers tables de consultation qui regroupent des organismes à but non lucratif qui offrent des services à des personnes vivant en situation de handicap de différents milieux, puis de différents handicaps aussi, différents groupes d'âge. Donc, c'est 22 participants qui ont été choisis, qui ont participé à nos capsules. Bon. Et qu'est-ce qu'on voit ou qu'est-ce qu'on entend dans ces capsules-là? Bien, en fait, on aborde 14 sujets. Je ne les nommerai pas tous, mais on aborde plusieurs sujets, dans le fond, qui touchent les personnes, dont soit l'amour, la vie, le travail, l'intimidation aussi pour certains. Donc, c'est vraiment sous des thèmes qui sont regroupés sous chaque capsule, là, où les gens expliquent ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils vivent encore aujourd'hui. Quand je disais tantôt avoir un autre regard, parce que souvent, c'est un peu le phénomène de l'étiquette. À partir du moment où tu dis « Ah, ben ça, c'est une personne handicapée. » OK, mais à part être handicapée, elle doit être d'autres choses que ça dans la vie, là. C'est souvent ça, malheureusement, les gens s'arrêtent aux étiquettes, puis pourtant, ces gens-là ont des vies, ont des passions, Oui. ils ont des valeurs, etc. Donc, c'est ça un peu l'idée, c'est de passer par-dessus le handicap. En fait, oui, effectivement. Donc, c'est vraiment de ne pas se limiter. C'est pas parce qu'une personne a un problème d'élocution qu'elle a automatiquement une déficience intellectuelle. C'est ça souvent qui va être associé. Donc, la personne peut être en fauteuil roulant, avoir un problème d'élocution, mais pouvoir vaquer à ses occupations quand même, pour avoir une vie pratiquement dite normale. Bon. Et les capsules, donc, se retrouvent sur handicapmoipas.ca. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur le site en tant que tel et pourquoi on l'a appelé handicapmoipas.ca? Bien, en fait, on voulait avoir un titre qui était accrocheur, quelque chose d'original, dans le fond, qui venait aussi toucher le type de clientèle qu'on avait dans nos capsules. Les capsules, il y a 15 capsules qui sont sur le site, qu'on peut voir sous chacun des thèmes. Là, on va voir capsules et des différents personnages, là, dans le fond, qui y participent. Bon, et dans le fond, on envoie les gens vers ce site-là pour les regarder. Donc, elles sont en ligne déjà depuis quelques mois. Oui. Est-ce que vous souhaitez aussi les propulser autrement sur les médias sociaux ou qu'est-ce que vous voulez faire aussi de ces capsules? Bien, on en fait présentement on en parle sur notre page Facebook, c'est certain. Puis peut-être que oui, on a un projet peut-être d'élargir, là, mais j'ai rien de concret encore à pouvoir... Pour donner plus de visibilité, dans le fond, aux effectivement, capsules. oui, oui. Bon. Comment ça a été le tournage? Parce que est-ce que les gens ont trouvé ça amusant? Est-ce qu'il y a des anecdotes à compter sur les tournages en tant que tels? Bien, les gens, ce que ça a ressorti suite à ces tournages-là, c'est que vraiment, c'était une toute petite équipe qui était avec eux. Donc, la personne était vraiment seule avec deux autres
dans le fond, un caméraman puis un animateur. Puis c'était vraiment, la personne pouvait parler de tous les sujets qu'elle voulait. Puis c'est par la suite qu'au montage qu'on a été vraiment chercher du sujet. Là. C'était vraiment comme un à un, là, une conversation qu'on peut avoir avec un ami. Là. Donc, ça s'est très bien passé là, au niveau de l'enregistrement. Bon. Est-ce qu'en même temps, ces capsules-là aussi, je comprends que là, ici, on l'a fait localement, mais est-ce qu'elles pourraient donc avoir un rayonnement plus large au sein de l'association provinciale ou je ne sais trop, ou d'autres types d'organismes qui œuvrent un peu dans le même secteur? Oui, ça pourrait. C'est certain qu'on regarde aussi peut-être avoir avec peut-être les personnes âgées, des personnes peut-être cibler vraiment des groupes d'âge, peut-être avec des jeunes, des personnes plus âgées, des gens vraiment qui peuvent avoir une vie familiale aussi. C'est quelque chose qu'on est à l'étude là, présentement, étant donné le succès qu'on a eu avec ces premières capsules-là. Bon. Expliquez-nous un peu, parce que le regroupement des personnes handicapées du Richelieu, ça existe depuis quand même très longtemps. Aujourd'hui, le b.a.-ba du regroupement, aujourd'hui, ça ressemble à quoi, là, votre quotidien, vos membres, les services que vous offrez? Bref, à quoi ressemble le regroupement aujourd'hui? Avant pandémie, oui, il y a toujours le avant, le pendant et le après. Avant la pandémie. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on offre des activités à nos membres. On a des dîners communautaires qui ont lieu toutes les semaines, où à peu près 80 participants y sont. Par la suite, on leur fait un petit bingo qui est maison. On offre aussi du soutien entre pairs. C'est ce qu'on fait surtout présentement depuis le début de la pandémie, depuis avril, soit loger des appels, s'assurer au niveau de la santé mentale, du bien-être aussi de nos personnes qui sont membres de l'organisme. On gère 2 kiosques Loto-Québec. On gère 2 immeubles aussi avec des 56 unités de logement. Donc, notre quotidien là, est assez occupé au niveau du regroupement. Qu'est-ce que la pandémie a changé, comme vous dites, entre le avant et le aujourd'hui, là? Bien, c'est surtout pour les personnes membres. En fait, les activités, pour certains, c'était leur seule sortie, dans le fond, hebdomadaire qu'ils ont pu. Ils ont hâte que ça recommence, nous aussi, d'ailleurs. Mais c'est ça, on n'a pas le choix. Donc, c'est vraiment plus à ce niveau-là, là, vraiment, c'est au niveau des activités qu'on a dû tout suspendre que ça fait une grosse différence pour nous. Est-ce qu'on réussit quand même à avoir des activités virtuelles? Est-ce que puis je sais que c'est compliqué, puis ça donne pas tout le temps le meilleur rendu qu'on voudrait, là. Tu sais, puis moi-même, on l'a testé dans d'autres occasions. Bon, des fois, on le fait, c'est correct, là, mais ça ne remplace pas une vraie activité, on s'entend. Bien, avec le type de clientèle qu'on a, lorsqu'on a fait les appels, surtout avant le mois de juin, on contacté tous nos membres, là, ou presque à toutes les semaines. On a fait la demande, est-ce qu'ils seraient intéressés, est-ce qu'ils voudraient que je participe à faire des activités virtuelles, puis c'est pas des gens vraiment qui utilisent pas vraiment l'Internet autre que pour aller voir des sites de nouvelles ou des choses comme ça. Donc, ils utilisent Facebook, oui, mais de là à faire des activités virtuelles, c'était pas un gros succès. Je comprends. Pas un intérêt. Puis même, comme je dis, quand il y en a, c'est pas toujours un grand succès non plus. C'est ça. Certaines oui, certaines d'autres pas. Puis c'est là qu'on voit, évidemment, on vit dedans puis on attend que ça passe un peu. Et comment vous vous préparez donc à cette sortie de pandémie? Parce que là, on commence enfin à parler de vaccins. Oui. Ça va finir par arriver. C'est une question de semaines ou de mois. Mais... C'est certain. À l'instant où est-ce que la majorité de la population va être vaccinée, on a encore pour quelques mois, là, c'est certain que nos activités vont reprendre ou on les a laissées. Donc, on va recommencer nos activités telles quelles parce qu'on est prête, on attend. Dans le moment, ce qu'on fait pour les membres, on leur envoie de la documentation papier par la poste parce que c'est ce qui fonctionne le plus. On les tient au courant de ce qu'on veut faire. On a quand même des projets qui sont là, mais qui ne sont pas nécessairement pour eux là, dans le moment. Et le fait de ne pas trop avoir d'activité, ça, au niveau de votre financement, c'est pas trop mal? Vous vous en sortez pas trop mal? Ouais. Oui, on s'en sort pas trop mal, étant donné qu'on est quand même autosuffisant là, à l'année. Donc, avec la gérance des immeubles, puis les kiosques au Québec, quand même, malgré que ça a beaucoup diminué là, au niveau aussi des kiosques, il y a moins de monde dans les centres commerciaux. Mais quand même, là, oui, on réussit quand même à... Pas trop mal. Oui. Bon. Donc, handicapmoipas.ca. On vous invite à aller visiter ce site Internet sur lequel, donc, vous allez pouvoir visionner plusieurs capsules vidéo. Question d'avoir un autre regard sur les personnes handicapées. Même, j'ai trouvé ça intéressant parce que, il y a peut-être des visages même que vous connaissez là-dedans. Entre autres, celui d'Aurélie Rivard, qui est nageuse paralympique, médaillée d'or plus d'une fois. Qu'on voit d'ailleurs dans les témoignages, et ça, c'est super intéressant. Donc, le témoignage d'Aurélie est quand même rafraîchissant. Là. Oui, effectivement. Bon. Bien, Madame Marie-Josée Degagné, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et on vous souhaite la meilleure des chances dans vos projets futurs. Puis, comme je l'ai dit, on invite les gens à aller visiter le site handicapmoipas.ca. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien.
À Saint-Jean-sur-Richelieu, on a décidé de repenser les espaces de vie pour la saison froide. Donc, on peut quand même profiter de l'hiver, même s'il n'y a pas de hiberneige ou de festival de mitaines ou de ce genre d'activité ou l'hivernal de la Montgolfière. Allez sur sjsr.ca/mon hiver formidable. Et parlant de formidable, 5 000 $ en prix, c'est un spécial pour le bingo dans la fin de semaine, dimanche matin, 9h30. À demain. Bye-bye.